Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Pendant plus d'un demi-millénaire, de 1300 environ à 1850 à peu près, vous voyez que ça s'est fini il n'y a pas si longtemps que ça somme toute, le petit âge glaciaire a répandu ses frimas sur l'Europe. Et le symbole de ce refroidissement climatique, c'est, vers la fin du règne de Louis XIV, le grand hiver de 1709. Hiver, on écrivait avec un Y à l'époque, vous savez, hiver rigoureux, meurtrier, si rigoureux qu'à Versailles même, on dit que le vin gelait dans les carafes. On se rappelle les pages célèbres du duc de Saint-Simon pour décrire ces frimas invraisemblables et le givre partout au carreau. Voici par exemple ce que raconte un prêtre de Charente. Vous voyez qu'on est pourtant là, bien au sud de la Loire, c'est le curé de Boueix qui s'appelle Thomas. Voici ce qu'il dit. L'année 1709, l'hiver a été rude particulièrement vers la fin. Le 6 janvier, il commença un froid qui continua 17 jours avec de la neige épaisse de 2 pieds qui dura autant que le froid, c'est-à-dire qui ne fut fondu entièrement que le 25 du 10 mois. Le froid fut si rude que toutes les rivières furent glacées. Il y eut plusieurs personnes qui moururent de froid. Et encore, il ne parle bien sûr que des paroisses sur lesquelles il peut encore avoir un peu de regard. La suite de ce témoignage pris sur le vif. Les vieillards et les jeunes enfants furent exposés. Un nommé Jean Mignot du village de La Forêt, se trouvant tout glacé, se mit dans un four duquel on ne faisait que sortir le pain et lorsqu'il en sortit, il se trouva tout brûlé sans avoir senti la chaleur. Le curé de Marton fut trouvé tout glacé et mort, dit-il. Les oiseaux périrent et l'on fut longtemps sans en avoir aucun. On prenait des perdrix qui restaient dans les champs avec la main, comme aussi les lièvres dont on trouva quantité de morts. Oui, les oiseaux, les animaux, le gibier, tout est figé, complètement transi de froid, il n'y a qu'à les ramasser. Les corbeaux et les pies, dit-il, comme étant les plus endurcis au froid, ne trouvant rien de quoi manger, se dévoraient entre eux-mêmes. Outre le pain qui était gelé et duquel on ne pouvait manger, le vin se glaça dans les barriques et on fut un temps sans en pouvoir tirer. On ne pouvait même dire la messe. Les espèces se glaçaient même contre un bon feu qu'on mettait pourtant sur l'autel dans un réchaud. En un mot, le froid et la neige furent si violents que les vieillards de 90 ans n'avaient mémoire de rien de semblable. Personne jamais ne se rappelait avoir traversé un aussi terrible hiver. Mais, et c'est l'objet de notre émission, on oublie souvent d'ajouter que cet hiver terrible de 1709 n'a, somme toute, été que le prologue d'une année terriblement difficile, et difficile cette fois pour des raisons diplomatiques et stratégiques. Franck Ferrand sur Radio Classique. On est en effet, 1709, le calcul est facile, on est 8 ans après l'acceptation par Louis XIV de la couronne d'Espagne pour son petit-fils. Son petit-fils, le duc d'Anjou, est donc parti pour Madrid, où il règne désormais sous le nom de Philippe V d'Espagne. Et contre ce qui est en train d'apparaître comme une mainmise globale de la France sur la puissance non seulement européenne mais mondiale, n'oubliez pas les colonies espagnoles, etc., eh bien, s'est levée une coalition. Toute l'Europe s'est coalisée contre Versailles et Madrid. On appelle donc ça la guerre de succession d'Espagne. Les envoyés du vieux Louis XIV mènent à La Haye. On est donc aux Provinces-Unies. C'est là qu'ont lieu toutes les négociations de paix, notamment à Gertruydenberg, pour être très précis. Ces négociations sont très longues, très âpres entre les coalisés et la France et l'Espagne, mais en vérité ce sont les diplomates français qui mènent toutes ces négociations. Et en dépit de la bonne volonté du roi Louis XIV, il faut bien dire que les alliés ne font que sans cesse relever leurs prétentions, leurs conditions. Et voilà le grand roi, alors qu'il a promis aux Français complètement exténués par ce grand hiver et harassés de guerre, d'impôts et de famine, voilà le grand roi obligé de renoncer à un traité et de continuer la guerre parce qu'il n'a pas le choix, parce que le traité coûterait beaucoup trop cher et finirait par annihiler tout ce que un règne par ailleurs glorieux a permis d'acquérir à la France.
Pour s'expliquer de cette décision de continuer la guerre, le roi Louis XIV va faire ce qu'aucun souverain avant lui n'avait jamais fait. Il va prendre la parole, si je puis dire. Alors à l'époque, il n'y a pas de radio ou de télévision, bien sûr, mais il va s'adresser directement aux Français à travers une lettre qu'il a rédigée lui-même et que j'ai eu l'émotion d'avoir entre les mains cette lettre à une époque où j'étudiais de très près ce sujet. C'était au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. On a encore le brouillon de la lettre annoté de la main de Louis XIV qui a raturé, qui a changé les termes, etc. On voit à quel point cette adresse aux Français a été pour lui un des grands objets, un des grands sujets de son règne. Et dans toutes les paroisses du royaume, sur toutes les places publiques, oyez, oyez, bonnes gens, on va donc lire, on est sorti depuis longtemps de l'hiver, là on est maintenant le 12 juin 1709, cette adresse de Louis XIV aux Français, c'est ce que le grand historien François Bluch, dans un clin d'œil, va appeler l'appel du 12 juin. Vous écoutez Radio Classique. Il ne fait plus froid maintenant, nous sommes au mois de juin, la France est écrasée d'impôts, elle est fatiguée par les conséquences de ce terrible hiver, elle est épuisée, elle n'aspire qu'à la paix et le roi Louis XIV ne peut lui proposer que la guerre. Eh bien, il va s'adresser aux Français. C'est la première fois de notre histoire que le chef de l'État s'adresse directement aux Français. Écoutez bien, en tendant l'oreille, vous pourriez peut-être entendre Louis XIV vous parler par-delà les siècles. L'espérance d'une paix prochaine était si généralement répandue dans mon royaume que je crois devoir à la fidélité que mes peuples m'ont témoignée pendant le cours de mon règne, la consolation de les informer des raisons qui empêchent encore qu'ils ne jouissent du repos que j'avais dessein de leur procurer. C'est le roi qui parle, mais évidemment sur les différentes places du royaume, ce sont les tambours majors, ce sont les crieurs publics qui font cet appel à la population, et il y a les monitoires dans les églises, c'est-à-dire que c'est la voix des prêtres qui prend le relais de celle du roi. J'avais accepté pour le rétablir des conditions bien opposées à la sûreté de mes provinces frontières, mais plus j'ai témoigné de facilité et d'envie de dissiper les ombrages que mes ennemis affectent de conserver de ma puissance et de mes desseins, plus ils ont multiplié leurs prétentions, en sorte que, ajoutant par degrés de nouvelles demandes aux premières, ils m'ont fait voir que leur intention était seulement d'accroître aux dépens de ma couronne les États voisins de la France et de s'ouvrir des voies faciles pour pénétrer dans l'intérieur du royaume toutes les fois qu'il conviendrait à leurs intérêts de commencer une nouvelle guerre. Et le roi qui vient ainsi d'expliquer à ces sujets les raisons diplomatiques de son choix de continuer la guerre, va plus loin. Il va chercher l'émotion. Il explique à quel point ses ennemis se montrent dans cette circonstance intraitable. « Je passe sous silence, dit le roi, les insinuations qu'ils ont faites de joindre mes forces à celles de la Ligue et de contraindre le roi, mon petit-fils, à descendre du trône. » Sous-entendu, le roi Philippe V à descendre du trône d'Espagne, bien sûr. Il est contre l'humanité de croire qu'ils aient seulement eu la pensée de m'engager à former avec eux une pareille alliance. Aussi, conclut le roi, quoique ma tendresse pour mes peuples ne soit pas moins vive que celle que j'ai pour mes propres enfants, quoique je partage tous les maux que la guerre fait souffrir à des sujets aussi fidèles et que j'ai fait voir à toute l'Europe, que je désirais sincèrement de les faire jouir de la paix, je suis persuadé qu'ils s'opposeraient eux-mêmes à la recevoir à des conditions également contraires à la justice et à l'honneur du nom français. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ainsi, Louis XIV a refusé une paix qui n'était en vérité qu'une paix armée. Il a choisi la guerre et pour les coalisés en général, pour les Anglais en particulier, il est temps de s'opposer à lui par les armes. Celui qui va diriger les armées anglaises, c'est Marlborough, bien entendu. C'est le moment où Marlborough s'en va en guerre, comme on dira dans une chanson populaire en France. On œuvre sur un front essentiel, la Flandre.
la Flandre que Marlborough a bien l'intention de transformer en corridor vers Paris. C'est une tête de pont. De là, les coalisés pourront fondre ensuite sur le cœur du royaume de France et venir s'emparer de Paris, de Versailles. Marlborough est à la tête d'une armée impressionnante, et il a à son côté un général de génie dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, mais sur lequel nous aurons peut-être d'autres occasions de revenir. Un général qui a fait des étincelles par le passé, auquel Louis XIV avait refusé un commandement et qui, d'une certaine manière, par revanche, est allé servir la coalition. C'est le prince Eugène qui, lui, sert bien sûr directement les intérêts de l'empereur germanique. Alors, est-ce que Marlborough, dans cette campagne de Flandre, est aussi sûr de lui qu'il en a l'air? En vérité, pas tout à fait. Les conditions sur le terrain ne sont pas aussi bonnes qu'on pourrait le croire, et même si la France est très meurtrie, vous l'aurez compris, elle n'en demeure pas moins un adversaire extrêmement coriace. Dans sa biographie de Marlborough, voici ce que nous dit Clément Houry. Marlborough sait qu'il a face à lui un obstacle redoutable, la ceinture de fer, cette double ligne de forteresse érigée par Vauban. Ce général qui aime le mouvement craint de se voir contraint à grignoter lentement ville après ville les positions adverses. Les lettres de l'été 1709 laissent à penser qu'il est sincèrement dépité d'avoir laissé passer la victoire diplomatique totale qui s'offrait à lui. Rien ne permet d'espérer, confie-t-il, que nous aurons à la fin de la campagne de meilleures conditions que celles qui sont dans les préliminaires, à moins qu'une bataille ne vienne précipiter le destin. Et bien justement, dès la fin de cet été 1709, un grand combat se dessine. On est dans la campagne pas très loin de Maubeuge, près de Malplaquet très précisément. Marlborough réalise que les Français cherchent l'affrontement. Eh bien, il sollicite l'appui du prince Eugène et il se dit que, sans se laisser intimider, il est peut-être temps de laisser parler les armes. Ça va être la bataille de tous les dangers. Alors, côté coalisé, vous avez Marlborough, le prince Eugène avec quelques 85 000 hommes. Et côté français, deux très grands militaires aussi, les maréchaux de Villars et de Boufflers, mais qui, eux, accusent un déficit d'au moins 10 000 hommes. Ils sont à plutôt 70 000 combattants. Et il manque cruellement d'artillerie. Les canons font défaut. Entre les deux armées, un goulot dessiné par deux forêts, et c'est là que donc le 11 septembre 1709, les soldats vont se jeter les uns contre les autres. On n'est pas encore dans la guerre en dentelle. C'est un véritable affrontement, une mêlée terrible, un affrontement qui tourne vraiment à la confrontation sanguinolente, à la boucherie. Les tirs fusent, les déflagrations qu'on ne peut pas prévoir transforment beaucoup d'hommes en cadavres. Marlborough est à l'affût qui tente de prendre l'avantage sur les troupes de Boufflers. Or, bientôt, voilà que la nouvelle arrive. L'un des commandants français, le grand commandant, le maréchal de Villars en personne, a été blessé. On ne sait même pas s'il ne serait pas blessé grièvement. Je cite André Corvisier. Alors Marlborough lance 15 bataillons dans la trouée et la cavalerie hollandaise. 3 heures durant, les cavaliers français contre-attaquent. Et vers 3 heures, l'artillerie française, qui a consommé 8000 boulets, n'a plus que 400 coups à tirer. Boufflers ordonne une retraite qui se fait en bon ordre. Lorsque l'infanterie britannique passe à l'attaque sur le centre français affaibli, elle emporte toute la ligne. Et derrière sa ligne, il y a encore les escadrons de cavalerie de la Maison du Roi sous le commandement de Gibert de Laine, qui est capitaine des chevaux légers, personnage extraordinaire, on est dans le panache français là. Le maréchal de Boufflers lui-même en personne va prendre le commandement du centre français, et à 6 reprises, on voit la cavalerie du prince de Hesse-Cassel qui passe la fameuse ligne et qui relance son attaque, mais qui à chaque fois ne fait que repousser les assauts de la cavalerie française, qui à son tour est bloquée par les tirs des fusiliers britanniques. Vous voyez un peu la mêlée. Et entre-temps, les fusiliers britanniques sont venus s'avancer pour s'installer sur l'ancienne position française. Vers 3 heures de l'après-midi, les deux camps renoncent à lancer une nouvelle attaque, et Boufflers, qui prend la mesure du sacrifice complètement dément qu'il faudrait consentir pour l'emporter, préfère ordonner le repli. Quant aux coalisés vainqueurs, mais vous avez compris, vainqueurs à quel prix? Ils ont essuyé de telles pertes au cours de leurs différents assauts, plus de 20 000 hommes, de telles pertes qu'ils renoncent à poursuivre la retraite des Français vaincus. Vaincus, mais avec quel panache!
Ce jour-là, à Malplaquet, Marlborough et Eugène l'ont donc emporté sur le papier, mais ce n'est pas du tout l'apothéose qu'ils pouvaient espérer, puisque la France a montré une capacité de résistance absolument impressionnante. Elle compte moins de morts que les Alliés, et les généraux coalisés vont devoir réaliser que leur progression n'est plus possible. La victoire est amère, dit Clément Houry. Les Néerlandais sont scandalisés d'avoir subi l'essentiel des pertes. Les ennemis de Marlborough à Londres y voient la preuve que le coût humain et financier du conflit ne justifie plus sa continuation. Et à Versailles, on est à la fois saisi et enthousiaste. Le roi et la cour apprennent les nouvelles à mesure que les témoignages remontent vers Versailles. Ils sont partagés entre l'effroi rétrospectif, car la défaite aurait pu être définitive, et une fierté qui ressemble enfin à de l'espoir. Je cite Clément Houry dans ce bel ouvrage qui s'appelle Malplaquet 1709, qu'il a fait paraître dans la collection Champs de bataille chez Perrin. Et tout Versailles de questionner le maître d'hôtel tenant lui-même ses informations d'un valet de chambre pour connaître le sort de tel ou tel de ses proches. Ces nouvelles, c'est le marquis de Sourches, là, le grand mémorialiste de la cour qui parle, ces nouvelles débitées à bâton rompu jetèrent toute la cour dans une extrême désolation, chacun appréhendant pour son mari, pour son fils ou pour son frère. Dans les pages qui suivent, nous dit Clément Houry, le mémorialiste consigne soigneusement le nom des personnes de qualité réputées mortes, blessées ou encore disparues, liste qui s'affine au fil du temps et qui, le déplore-t-il, augmente tous les jours. De nombreux témoins racontent l'horreur de ces jours d'attente, le choc de la nouvelle. On n'entend plus que des choses attristantes, écrit Madame Palatine. L'une pousse des cris à cause d'un fils qu'elle a perdu, l'autre à cause d'un gendre, celui-ci à propos de son père, celle-là à propos de son neveu. Dans le long préambule de ce beau livre, Clément Houry nous dit que la bataille de Malplaquet a un statut un peu trouble qui est lié à son issue controversée, dit-il, car on se demande encore qui l'a réellement gagnée. Succès amer pour les coalisés et défaite glorieuse pour les Français. On la présente parfois comme une victoire à la Pyrrhus pour la Grande Alliance. Mais cette vision ne procède-t-elle pas d'une logique déterministe qui suppose un enchaînement nécessaire entre la résistance des troupes de Louis XIV le 11 septembre 1709, le rapprochement franco-britannique de 1710-1711 qui brise l'unité de la Grande Alliance et enfin le sursaut militaire français à Denain en 1712 qui permettra au royaume de Louis XIV de sortir indemne ou presque du conflit lors de la paix d'Utrecht en 1713. Ce qu'il y a de fascinant dans cette bataille, et c'est souvent le cas des batailles, vous savez, on reproche aux historiens de chronique dans mon genre, on leur reproche de souvent accorder trop d'importance aux traités, aux mariages, aux fêtes, aux batailles, aux vies et aux morts des grands de ce monde. Mais il y a parfois des événements humains, très humains, qui se transforment en basculement pour l'histoire. En fait, très peu d'hommes, par leur résistance absolument héroïque, ont permis en 1709 de faire basculer les choses. Je cite de nouveau et pour la dernière fois Clément Houry. Le combat de Malplaquet a été le point culminant d'un conflit qui a redessiné pour 2 siècles l'équilibre des pouvoirs sur le continent. Faut-il en conclure que le sort de la guerre a été suspendu en ce 11 septembre 1709 au comportement des soldats qui s'y sont affrontés? Allons plus loin. Le destin de l'Europe a-t-il dépendu de l'attitude de quelques combattants qui se sont par hasard trouvés aux endroits et au moment où la bataille a basculé? Et quels sont les facteurs qui ont mené à cet aboutissement inattendu? Une défaite célébrée par les vaincus, une défaite qui accable les vainqueurs. Pour y répondre, la prudence paraît de mise. Une bataille ne saurait sans doute pas à elle seule renverser le cours des événements, et les opérations militaires sont elles-mêmes soumises au contexte politique, financier ou social. Oui, certes, et d'ailleurs, ce contexte est admirablement expliqué, analysé dans le Malplaquet 1709 de Clément Houry, mais néanmoins, c'est bien le courage de quelques cavaliers français qui, ce jour-là, a décidé non seulement du destin de la France, mais du sort de l'Europe. Vous écoutez Radio Classique.